sommes ici dans le bâtiment des Galériens. Cette pièce s'appelle le hall voûté. Regardez, ça ressemble à un capharnaüm, mais ici, tout ce qui est entreposé, c'est tubes à essai, ces appareils de mesure. Regardez, il y a d'ailleurs une expérimentation qui est en cours ici. Tout sert à la recherche et à l'enseignement. Et certaines de ces expérimentations se déroulent d'ailleurs en chambre froide. Chloé Carbone, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes doctorante et vous dirigez une expérimentation ici sur les coraux. Où sont-ils ces coraux? Alors, nous les voyons ici dans les bacs. Donc ces coraux viennent d'une petite île en Italie, Ischia, pas très loin du Vésuve. Et par les caractéristiques volcaniques de cet endroit, des petites bulles de CO2 émanent du sous-sol de la mer et acidifient localement le milieu. Et donc vous observez finalement leur réaction par rapport à cette acidification de leur milieu. C'est ça. Alors là, ce que nous faisons, c'est que nous comparons des coraux qui proviennent de ces milieux acidifiés et des coraux qui proviennent de milieux normaux. Et nous leur faisons subir des acidifications. Quelle est leur réaction? Il n'y a pas eu de diminution de croissance chez ces coraux, ni de modification de leur respiration. Ce qui semble dire qu'ils sont assez solides pour pouvoir résister à ces futures conditions. Ici, les scientifiques étudient donc les grands phénomènes liés à la mer et leur interaction avec les organismes marins. Nous allons donc maintenant retrouver Jean-Pierre Gattuso, c'est l'un des directeurs de recherche de ce laboratoire d'océanographie. Il vient de publier, avec 10 autres experts internationaux, un article très encourageant sur la résilience de la faune marine. Jean-Pierre Gattuso, la vie marine aurait donc une capacité à se restaurer, et ça d'ici à 2050? Oui. En fait, on est parti d'un constat qu'on fait déjà aujourd'hui sur certaines populations de mammifères marins, par exemple. La baleine à bosse qui migre entre l'Australie et l'Antarctique. Quelques centaines d'individus étaient présents en 1968, ils sont 40 000 aujourd'hui. Ça paraît incroyable. Absolument. Et un autre exemple qu'on peut citer, c'est l'éléphant de mer du Nord. Il restait 20 individus reproducteurs en 1880. Ils sont 100 000 aujourd'hui. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on a arrêté là-bas? Parce qu'on a supprimé la pêche. Donc si on prend les mesures qui consistent à réguler la pêche, réguler la chasse aux mammifères marins, réduire la pollution, s'attaquer aux problèmes très importants du changement climatique et restaurer les écosystèmes qui ont été dégradés, on peut revenir à 90% à la vie marine telle qu'elle était, disons, il y a 2 siècles. Hervé Claustre, c'est ce type d'appareil qu'on immerge dans les profondeurs des mers, des océans pour récolter aujourd'hui les données? Oui, on a ici des capteurs, par exemple un capteur ici qui mesure l'éclairement, c'est-à-dire la lumière qui pénètre dans l'océan. Ici, vous avez un capteur qui mesure à la fois la concentration de phytoplancton. Alors, le phytoplancton, on le mesure par la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment des végétaux. Donc, plus il y a de chlorophylle, plus il y a de phytoplancton, de plancton végétal. Ça mesure aussi les particules, par exemple. Ce capteur-là, lui, mesure la concentration en oxygène dans l'océan. Et celui-là, encore, il mesure la température et la salinité. Et ce dernier, il mesure le pH. On parle beaucoup de l'acidification des océans en ce moment. C'est une vraie révolution dans l'exploration de la mer, des profondeurs. Oui, moi je le pense, parce que j'ai connu la phase antérieure où on ne réalisait des observations qu'avec les bateaux. Et depuis qu'on a ces robots-là, je dirais que d'une certaine manière, on est submergé par les données, donc il faut apprendre, nous, scientifiques, à gérer un flux de données complètement inattendu, qu'on n'avait pas anticipé. On multiplie la capacité d'observer l'océan par un facteur 100 à 1000. Donc, justement, on le voit en fait sur cette carte, c'est incroyable, ça c'est le nombre de capteurs qui, aujourd'hui, sont immergés dans les océans du monde entier. C'est ça, c'est exactement ça. On se retrouve avec toutes ces petites icônes qui symbolisent ces capteurs-là. Et nous, dans notre bureau, on reçoit en temps réel ces données-là, on les décode en information scientifique. Et donc, ces robots-là, c'est vraiment l'outil par excellence qui va nous permettre de mieux monitorer, on dit, l'océan pour mieux comprendre comment il réagit aux perturbations qui sont liées au changement climatique. Ici, on étudie aussi la biologie du développement. Demain, on essaiera de percer les secrets de la régénération cellulaire.